Bonjour. Bonjour, mon cher Benjamin. Te souviens-tu? Te souviens-tu de notre déjeuner à la rotonde où tu m'as demandé d'organiser un concert pour tes 95 ans, juste avant de faire comme Aliyah pour Jérusalem. Ton visage rayonnant reflétait la pure joie d'un jeune homme enthousiaste qui savait formuler clairement ses projets d'avenir. J'aimerais devenir le premier membre centenaire de la Knesset, t'exclamais-tu devant moi. J'ai tant d'idées pour sauver l'État d'Israël. Nous avons même discuté le programme de tes œuvres préférées pour ce concert d'adieu à Paris. Je m'excuse auprès de toi de ne pas pouvoir exaucer ton premier choix, une voiture numéro 13 de Beethoven, avec cette grande fougue que tu as adorée. Le temps était trop court pour le préparer. Je le ferai peut-être pour ton 95e anniversaire le 15 juin 2025. Par contre, cet après-midi, tu entendras le violon de Naaman. Il jouera pour toi quelques-unes de tes œuvres préférées. Tu as toujours dit que le violon était un instrument à la fois magique et diabolique. Un instrument qui a mis souvent des larmes dans tes yeux, qui, de tous les instruments, correspondait le mieux à ton âme. Un instrument pour lequel tu as quitté Jérusalem pour venir à Paris en faire ton métier. Un instrument que tu as dit trop difficile à jouer et que pour cela tu as choisi un autre métier plus facile à tes yeux, celui de médecin. Te souviens-tu de la première fois où nous nous sommes rencontrés? Je faisais une étude comparative de graphologie entre les Hébreux et les Français. Tu m'as été recommandé par notre ami finaliste, violoncelliste de mon quatuor. Au téléphone, on a commencé à parler du violon et bientôt. Et tu m'as proposé tout de suite de jouer ensemble la symphonie concertante de Mozart. Tu m'as dit, mais attention, Chifra, si nous jouons ensemble, je risque de tomber amoureux de toi. Car le deuxième mouvement de la concertante est un vrai chant d'amour entre l'alto et le violon. Et tu es vraiment un peu tombé amoureux de moi, mais je t'ai aimé, et nous sommes devenus des amis proches.
soir chez notre chinois à Madrid ou à la retour. Nous avons entamé des conversations passionnantes sur des multiples sujets. La richesse, la divergence, l'originalité et un rare ouverture d'esprit m'ont toujours enchanté. La veille de ton départ, au chevet de ton lit, ma main sur la tienne, j'ai parlé de tes deux grands amours, Israël et Jérusalem. J'ai essayé de calmer ton angoisse et de dire que tout va finalement se bien passer. Sans parole, avec tes yeux bleu ciel, tu m'as dit au revoir. Ton regard reflétait les profondeurs infinies du ciel et des mers. L'unité entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Un regard mêlant lucidité et limpidité. Un regard qui savait et acceptait.
Qu'avait-il dans les veines cet homme qui, sur ce même champ de bataille, passe devant le cadavre de son frère sans le savoir? C'était en mai 68, l'époque était romantique. Benjamin l'accompagnait dans une manifestation, lui pour soigner et moi pour porter la sacoche. Armé de son stéthoscope, les CRS l'ayant remarqué, lui ont offert un casque. Il est arrivé de Jérusalem pour faire de la recherche en mathématiques. On lui a dit, quand tu fais pas de la médecine, de la médecine, pourquoi pas? Comment l'intelligence peut tout faire? Tout était possible à cette époque. Je réalisais mon rêve d'acteur et j'avais devant moi l'homme à qui je pouvais poser toutes les questions et qui était quelque part mon étancheur de la soif que j'avais d'apprendre. Entre deux charges CRS, nous nous asseyions, c'était une pied du sac, devant une marche d'immeuble et très sérieusement, il me disait, Joe, sais-tu qui ira révolutionner la musique? Ça m'embête, je vais te le dire. C'est Wagner. En jouant le ton et le demi-ton en même temps. Enfin, me dis-je, voilà quelqu'un dont je me serais dit, j'aimerais bien le rencontrer par hasard. Je n'avais cessé de me demander si je n'avais pas rêvé, voyant mon grand-père à mauvais ordre racontant une sorte d'histoire, répondant à toutes les questions, romançant quelquefois pour ne pas me décevoir. Benjamin n'a fait que se départir de son ego, donnant de son temps pour transmettre du pouvoir par le savoir. Mais quel est le cadeau le plus extraordinaire qu'un homme puisse faire à son temps, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un chapitre du Talmud qui traite du voleur du temps, celui qui fait exprès de vous voler votre temps, c'est-à-dire de grignoter votre vie. Alors, théoriquement,
actuellement, il est passible de mort. Ça n'a jamais été exécuté. Je vous promets que j'arriverai jusqu'à 90 ans. Heureusement qu'il les a dépassés. J'ai tant de choses à vous dire. L'homme embrassant à la fois la médecine, l'art du violon, la musicologie, l'œnologie, n'a eu que gratitude envers son pays d'origine et par reconnaissance, a gardé cet accent comme une pellicule sonore. Jo, m'appelait-il au téléphone. Tu sais que je n'ai plus de vie de livre. J'adorais cette familiarité, preuve de son amitié pour moi. Et connaissant mon amour pour le livre et ma collection, je m'exécutais immédiatement en venant lui porter. C'était nul de la bonne vie, reconnaissant au monde qu'il a vu naître et à qui il a dit oui, sans condition. Alla dans un perdu, sauf rejoindre les étoiles, ce qui sied au génie. J'ai envie de vous dire une phrase de Robert Desnos, qui attendait son ami au retour de la guerre, ne l'ayant pas arrivé, avait dit « Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Lazare l'a quitté. C'était mon ami, c'était mon copain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Lazare l'a quitté. » À l'instar de ce que je dirais, je n'aime plus la rue Servandoni depuis que Benjamin Bouchani l'a quitté. Et pour terminer, juste un petit mot, espoir. Voilà un mot que Benjamin détestait. L'espoir, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Les Grecs ne fréquentaient pas ceux qui n'avaient pas d'espoir par superstition. Donc espérer, c'est attendre. Mais, disait-il, nous avons aujourd'hui. Il suffit de travailler. Alors, Kadima. Mon amitié pour Benjamin a duré presque 50 ans, lors de 40 ans. Elle a commencé déjà rue Servandoni. Pas l'appartement que certains d'entre vous continuent juste en face. L'Union libérale israélite à Copernic avait créé un institut de recherche juive, l'ILEJ, Institut libéral d'études juives, pour former des rabbins libéraux. C'était financé partiellement par Copernic, partiellement par des donateurs et surtout par des fonds américains. Les fonds américains se sont taris, l'Union libérale a beaucoup diminué ses financements, et c'est le moment où je me suis retrouvé en charge de cet institut parce que mon père, qui était l'un des fondateurs, avait disparu. J'ai recruté Benjamin comme directeur. Il a traversé la rue du 19 au 20, juste en face, pour quitter cet endroit magnifique où il y avait une synagogue en sous-sol, 2 ou 3 cours, salle de cours, mais Copernic ne payait plus Et les une loyers. magnifique bibliothèque. Pardon. Une magnifique bibliothèque. Toujours à Servandoni. Donc, ici, on a établi, il avait continué ses cours et sa direction de certaines conférences. J'ai oublié de vous dire que l'Institut de recherche de la rue Copernic, qui est rue Servandoni, avait atteint un certain degré de développement. On m'a dit que Martin Buber était venu
venu faire des conférences là. Tout ça a disparu. Benjamin a repris cours, conférences, et il a fait donc en face dans son grand appartement. Il avait une culture immense et de nombreux talents. Il est né à Jérusalem, dans une famille religieuse, et à l'âge de 17 ans, malgré l'opposition de ses parents, il est parti se battre pour la création de l'État d'Israël. Son frère, comme il a été dit, a été tué à 100 mètres de lui. C'était le dernier jour de la guerre. L'armistice est venu à ce moment-là. Il a été fait prisonnier et il a passé du mauvais temps, du très mauvais temps dans les loges, dans le sous-sol de l'armée jordanienne. Il en est revenu et il a quitté Israël pour s'aérer et se rafraîchir. Et il est venu à Paris. Mon but, c'était d'apprendre les mathématiques. Son inscription en mathématiques, il n'a pas réussi. Et il s'est inscrit dans le domaine de la médecine. C'est une carrière de médecine qu'il a menée pendant un bon bout de temps. Il était médecin de médecine générale et il a acquis une bonne réputation. Il est devenu médecin de l'Olympia. L'Olympia, à cette époque, était un théâtre, opéra, de musique très à la mode, où la plupart des chanteurs liés et autres rassemblaient des populations très importantes. Benjamin a connu des chanteurs, il parlait de Brassens, mais quels sont les autres, je ne me rappelle plus très bien. Je crois qu'il y avait longtemps, enfin, il en parlait en disant, je les ai soignés. Après la médecine, Benjamin aimait bien les choses nouvelles. Il s'est fatigué de la médecine générale et il a commencé à être spécialiste. Il a fait une spécialité en sexologie, et il a fait ça. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, rue Servandini, et qu'il a accepté de prendre la direction des cours. Et depuis cet âge-là, c'est la seule chose qu'il a fait, les cours, l'enseignement et la recherche. Et il a fait une connaissance des textes incroyable, une mémoire inimaginable. Et c'était vraiment un puits de science au cours des problèmes. Comme il a été dit tout à l'heure, il a décidé de créer une nouvelle structure pour diriger les cours, les conférences. Et cette nouvelle structure qu'il a dénommée, je me rappelle avoir participé un peu à la création au cours d'une promenade sur la Seine avec lui un dimanche. Cette structure, il l'a appelée ATHEM, Association Torah et Monde Moderne. Il y avait deux M au début. Et puis pour aller plus loin que le monde moderne, on a modifié le texte, on a appelé ATHEM, Association Torah et Modernité. La modernité étant beaucoup plus large que le monde moderne. Cette maison est impressionnante. Il y a un livre qu'il a écrit, qui est un peu confidentiel, où il a résumé, même pas résumé, c'est 24 pages, sa vie, année par année. Tous les événements qu'il décrit, par exemple, les concerts auxquels il avait assisté, avec le titre des œuvres qui y avaient été, c'était dans sa tête pas mal d'années
passées et il les a reproduits dans ce livre, ainsi que sa vie sentimentale qui était variée et très intéressante. Benjamin m'a beaucoup appris à moi et à mon épouse. Nous l'avons reçu pas mal. Nous avons beaucoup vu, on a fait des voyages avec lui. Et au plus de ses explications sur le judaïsme, il nous a beaucoup appris sur la musique et les musiciens. C'était un très bon violoniste. Il chantait magnifiquement. Et ça nous a enchantés. On était enchantés de son passé du temps. Il faut dire qu'il avait le caractère facile, non, mais on arrivait à passer du beau temps. Je vous rappelle que particulièrement les offices de Kippour, de Rosh Hashanah et Kippour, qu'on a organisés juste avant la vie, étaient des instants éblouissants, pas éblouissants, mais très impressionnants et très émouvants. Benjamin pensait poursuivre ses activités, il parlait toujours de ses 100 ans. Malheureusement, sa santé lui a donné beaucoup de problèmes dans ces 20 dernières années. Sa santé s'est détériorée et il nous a quittés au tôt, à l'âge de 92 ans. 92 ou 94 hein? 94. Et depuis, je sens en moi un grand regret, son absence. Je suis le fils de Benjamin Petit, son fils aîné, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je ne vais pas dire quelques mots, en fait, je pense que je vais plutôt chanter quelque chose. Je vais quand même lire un petit mot avant, préciser que Jean-Claude Picard parlait du livre que mon père a écrit, qui a comme auteur. Ceux qui sont assez intéressés peuvent le trouver sur Amazon, il s'appelle Un juif libertin. Tout un programme, parce que je fréquente une synagogue orthodoxe. Je me rappelle cette synagogue qui est celui qui a fait l'enterrement de mon père. Et curieux, il m'a demandé, j'ai demandé s'il s'intéresse à lire son livre, il m'a dit oui. Je ne sais pas où il en est, mais à un moment il m'a dit je crois que je vais te le rendre parce que ça me met pas très mal à l'aise. Mon père est sur beaucoup de monde et sur le monde qui apparaissent a priori antinomique, il était conscient d'ailleurs d'être antinomique, mais je faisais avec quoi. Un homme qui n'avait pas peur de la contradiction. Alors le chant que vous chantez, avant de faire les offices chez lui, Louis Sarandoni, il a fait pendant, quand j'étais adolescent, donc je sais l'année 70, il a fait des offices de Rosh Hashanah et Kippour dans cette synagogue. Et il a chanté entre autres un chant qui n'est pas un chant typique de Rosh Hashanah et Kippour, c'est un chant qu'on lit en fait chaque fois qu'on sort les routes de la Torah. En général, dans la plupart des synagogues, il est lu en vitesse, à la voix basse, mais là il y avait un très très beau chant, je pense que c'est un chant qui a été entendu à Jérusalem. Je vais essayer de vous le chanter. Je vous préviens d'avance, je ne suis pas un professionnel du chant. Alors peut-être quelques petits couacs. J'espère que ça sera pas mieux pour ceux qui ont vu le film Marguerite. Mais bon, je vais essayer de chanter, je ne vais pas prendre. Et toi,
à me retrouver dans ce lieu qui est connu et aimé de mon enfance. C'est un lieu ouvert officiel pendant les services de Rosh Hashanah et de Kippour pendant des années, où je restais des heures avec mon frère Emmanuel à l'écouter et à chanter. Il était assis ici exactement, tous les ans. C'est un endroit empreint de bien-être et d'espoir, empreint de musique, de spiritualité déjà, ce qu'il est toujours. Aussi, je tiens à exprimer en premier lieu ma reconnaissance pour toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce concert d'hommage de notre Père soit possible, en particulier Gilles Patrick qui a orchestré l'ensemble de Ramet, les musiciens bien sûr, les autres qui accueillent ce lieu, qui œuvrent au quotidien aussi à accueillir ceux qui se présentent dans ce lieu de spiritualité et de partage. Mon père aurait été très heureux de ce dimanche particulier où la musique s'inscrit en fil conducteur dans un endroit aimé et familier, car il était avant tout un être de culture et de spiritualité, toujours avide de transmettre, mais aussi de découvrir. Il apprenait, il transmettait, c'était presque concomitant. La musique bien sûr, mais aussi la littérature et le théâtre, la poésie pour laquelle il avait un faible particulier, qu'il partageait avec ma maman, ici présente, mais aussi les échecs, par exemple, la médecine, qui me passionnait tout particulièrement. Mais il ne se contentait pas de la théorie seule. Chaque domaine abordé s'incarnait immédiatement dans une application pratique, empreinte d'une rigueur toute scientifique. La littérature s'incarnait dans des lectures communes à voix haute, le plus souvent avec Emmanuel et moi à la fin de Shabbat, entre chien et loup. Victor Hugo, par exemple, pour lequel il avait une affection particulière. Quand papa est arrivé à Paris, il avait 20 ans, il est allé au Select à Montparnasse, il s'est dit, il ne disait pas un mot français, il s'est dit je vais apprendre le français, et il a pensé tout de suite à Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, tout ça tournait dans sa tête, et il a conçu une véritable affection pour cet auteur qui n'est pas qu'un auteur littéraire. Et une autre qui m'a frappée, un livre de contes de Carlo Coccioli, qui est beaucoup moins connu, où les histoires prenaient forme dans une Argentine imaginaire, parfois sous le profil d'animaux symboliques et fantastiques. La musique aussi, puisque nous chantions à plusieurs voix des psaumes anciens, des chansons modernes aussi. Jean-Claude Picard a dit tout à l'heure que je n'avais pas effectivement été médecin de l'Olympia, et ça se soldait par un défilé de stars, entre guillemets, qui défilaient à la maison, à qui on demandait, nous, en tant qu'enfants, des autographes. Et il y avait aussi, surtout, le musical d'Israël, qui était venu à plusieurs reprises et qui terminait ses soirées à la maison par des festivités, la danse, le chant. Enfin, c'était un véritable enchantement pour eux comme pour nous. Et je rêve encore aujourd'hui des soirées où les lampions s'éteignent vers 3 h du matin et où tous ces danseurs, ces chanteurs étaient là avec nous à profiter aussi de la fin du spectacle et de la vie parisienne. Il y avait le théâtre, nous étudions théâtre. En fait, mon père, une fois séparé de ma mère à un moment, ne savait pas très bien comment nous occuper quand on était chez lui à Shabbat. Et il avait dit, elle nous a fait, c'est de faire des choses ensemble et de partager ce que j'aime vraiment. Alors il y avait le théâtre. Dans le théâtre, Bérénice, le cycle, c'était un petit peu austère. Alors on avait fini par jouer ces pièces, mais des jeux comme si on était au Pérou, on était en Islande, on était en Chine, et avec tous ces jeux extraordinaires, ça a fini par nous donner une formation qui m'a donné accès plus tard à mes concours avec une facilité extrême parce que c'était vivant, c'était agréable. Il y avait aussi les échecs, puisque au lieu de commencer par les mouvements progressifs de l'apprentissage logique, on commençait par les parties de Karpov et Kasparov qui étaient décrites en détail dans le livre, et on redescendait ensuite vers des pions, des chevaux. Donc il décortiquait tout cela pour nous. Il y avait la médecine, celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Il comparait volontiers en fait la façon de procéder des médecins d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, et ça nous replongeait. On avait ces livres d'études à portée de main. Et je lui ai demandé bien pour faire des anniversaires des livres d'anatomie, des livres de biologie, et il les donnait volontiers. Et en un instant, on se retrouvait dans la Jérusalem des années 30, où une otite était quelque chose de grave, où on cherchait soit par les plantes, soit par des modalités complètement différentes d'une approche totalement scientifique, comment soigner les enfants, pendant que l'Europe s'assombrissait et que plus tard, quelques années plus tard, il allait perdre toute sa famille, celle qui était restée en Europe.
Donc, par cette osmose, en fait, entre l'évocation du passé et son incarnation présente, tout devenait passionnant. Et de ce fait, riche de possibilités futures, un futur qui était si important à ses yeux. Ainsi comme a dit de lui un de ses plus proches amis ici présents, il était à la fois hors du temps et totalement dans le temps. En fait, il était notre papa et il était aussi notre père. Comme dans le film Le Visiteur, un réalisé à la passion de papa pour le cinéma, pas ce film en particulier, qu'il a trouvé quand même porteur de certaines philosophies, il souhaitait plus que tout connaître sa descendance. C'était une vraie obsession qui s'est augmentée avec le temps. Aussi, je serais très heureuse de décrypter les messages laissés par son héritage spirituel, qui ne cesse de hanter mes rêves pour sa disparition, dont les ramifications peuvent, si nous y prêtons attention, s'étendre aujourd'hui et aussi dans l'avenir. Papa est venu déjeuner avec mes filles, ici présentes, ma maman, qui est avec nous également, Emmanuel, et parfois d'autres convives, tous les dimanches, depuis leur naissance. Il a été un père pour elles qui avaient perdu le leur. Bien des années avant, le dimanche, nous réunissait chez un de ses grands amis, Nissim Marshall, lieu devenu son appartement depuis, autour d'un piano, un violon et un violoncelle. Les interprètes, Ayala Cousteau, qui était ma professeure de piano, qui a disparu depuis, hélas, Sonia Atherton, qui a fait la carrière que l'on sait, au violoncelle, et papa au violon. Chaque dimanche, Mozart, Schubert, les œuvres françaises aux résonances cristalline remplissaient le salon de leur mélodies intemporelles. Observez, je précise au passage, par les chats, parce que chez Nissim, il y avait 3 chats. Les chats, un d'entre eux en particulier, adorait la musique, attendait que papa ait enlevé le violon de la boîte, les remis et essayait lui-même de tirer des sons, en fait, des cordes, comme il marchait sur le piano de temps en temps, pour qu'on entende la vibration, les touches. Aujourd'hui aussi, la musique est à l'honneur, dimanche, à 17h exactement, l'heure exacte où les concerts avaient lieu il y a quelques dizaines d'années. Un de mes élèves, à qui j'avais demandé d'écrire un roman, comme à ses camarades, dans le cadre d'une réception du pianiste Miguel Otra-Estrella, qui venait pour essayer de transmettre un petit peu la musique à des élèves totalement rétifs. Donc je leur avais fait écrire des lettres aux compositeurs. Il y en a un qui a écrit une lettre à Beethoven. Il m'a dit, écoutez, moi je ne les connais pas, tout cela. On nous a dit, alors voilà la lettre, il me dit, j'ai pas grand chose à dire. On nous a dit que tu étais sourd, il paraît même que tu es mort. Mais c'est pas grave, parce que nous, on t'entend. Je dirais que puisse notre Père, à l'instar des visiteurs, traverser à un moment ou à un autre les couloirs du temps, que ce soit pour nous rendre visite dans nos rêves, peut-être d'autres signes qui sont plutôt des coïncidences, comme dirait papa, mais auxquelles j'attribue une importance peut-être un peu plus affective, et nous gratifier d'un signe toujours heureux et toujours tourné vers demain. Et je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour l'entendre. Merci à vous d'être ici. Merci surtout d'avoir permis que ce concert puisse avoir lieu. Papy, tu étais mon idole, mon père et mon grand-père. Toi qui as toujours été là pour moi. Tu me manques tellement et je dois vivre avec. Tu as fait tellement de choses remarquables qu'on se souviendra tout le temps de toi. Tu es une véritable œuvre d'art. Tu nous illumines de jour en jour. Tu resteras dans mon cœur. Je suis très heureuse que tu aies pu me conduire jusqu'à ma date mitzvah et que tu m'aies transmis ton énergie et ta joie de vivre. Tu garderas à vie une énorme place dans mon cœur. Même moi, tu es vivant. Je t'aimais tellement et de t'aider jusqu'au bout. Je t'oublierai jamais, mon ange. Tu seras toujours avec moi, à plus tard dans mes souvenirs. Cher Emmanuel, c'est une grande émotion pour moi de parler de Benjamin Moussouki. Je serai très honnête parce qu'on a dit beaucoup de choses à son sujet. Et je voudrais juste dire 2 ou 3 souvenirs. Je connais Benjamin depuis de longues années. D'abord à sa randonnée, je ne connais pas sa randonnée, il n'y avait pas d'autres cours, il y avait énormément de cours. Il y avait de grandes figures, de grands spécialistes. Alexandre Adler, par exemple, enseignait aussi à Randonnée, moi-même. Et il y avait de grandes figures qui étaient invités à sa Randonnée à l'époque. Pas chez lui, dans le centre. Et je tenais à insister sur le fait qu'il y avait une magnifique bibliothèque à sa Randonnée. Et Benjamin et moi, nous avions eu souvent l'occasion d'en parler, d'en discuter.
activité. Et ça, c'est sur le plan de la mémoire ancienne et pas abandonnée. Mais juste ce truc que je souhaiterais ajouter, c'est il y a une période un peu plus tardive. Et puis le restant, par rapport à nous. Benjamin a fait quelque chose de magnifique au niveau communautaire quand il a donné des émissions à la radio. On se bagarrait terriblement, lui et moi, parce que je suis orthodoxe et il avait d'autres sensibilités, mais c'était des bagarres magnifiques, intellectuelles, intelligentes, de personnes qui connaissent les textes, etc. Et je veux dire, comme son grand mérite, c'est les deux émissions qu'il avait faites sur la radio juive. Une émission concernait le judaïsme, c'est pas qu'on discutait beaucoup, parce qu'il a apporté des connaissances de la culture sociale, je suis universitaire moi-même et chercheuse, et donc ce qu'il disait était absolument en phase avec ce qui se faisait dans le monde académique, mais ce n'est pas tellement la sensibilité de tous les juifs. En tout cas, donc il avait le mérite d'apporter cela. Et donc, ils avaient une émission hebdomadaire sur le paracha de Shavuot, sur la paracha de la semaine, etc. Il avait un apport tout à fait différent, à mon humble avis, bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, alors que tous ceux que nous avons aujourd'hui sont des orthodoxes comme moi, mais Benjamin était meilleur. La deuxième émission était sur la musique. Et là, Benjamin est magnifique. D'abord, Benjamin, si tu me coupes, je ne te pardonne pas à notre dernière conversation. Notre dernière conversation, c'est je lui avais demandé, j'adore la musique, moi aussi, je ne suis pas musicien, c'était le cas de Benjamin, évidemment. En revanche, il savait que c'était la musique, et parmi les rares personnes qui connaissaient, j'aime Wagner. Et je voulais absolument aller visiter le magnifique théâtre à Bayreuth qu'on a construit pour Wagner, etc. Et quand j'ai cherché les moyens pour y accéder, c'était une complication, vous ne pouvez pas imaginer, d'aller à Bayreuth. Alors je téléphone à Benjamin, tu peux me dire comment j'ai fait, quelle est la meilleure manière d'y aller. Surtout n'y va pas. Et il m'a convaincu de ne pas y aller, parce que, pardonnez-moi pour ceux qui sont sensibles à ce sujet, je sais que beaucoup de juifs n'aiment pas Wagner. C'était un antisémitoire, on est tous d'accord. Il n'en demeure pas moins que son œuvre est magnifique. Et c'est très intéressant. Et là, on se comprenait bien. Et donc, il m'a dissuadé d'y aller. Mais ce qu'il a apporté au niveau musical sur la radio juive est magnifique. C'est-à-dire, il n'est pas venu avec tout la musique du Shtetl et je ne sais quoi. Non, il est venu avec la grande musique classique et il a mis ça à la portée du public de la radio juive. Voilà, donc je tenais à rajouter ces deux points qui sont vraiment le mérite de Benjamin par rapport à la communauté française avant quelques années avant son décès. Parmi les morceaux programmés, bon nombre, à commencer par cet andante de la concertante de Mozart, figure dans la liste que faisait Benjamin lorsqu'il se posait la fameuse question fictive « Qu'est-ce que j'emporterai sur une île déserte ?»
Même si, à vrai dire, nous avons quelque mal à imaginer Benjamin sur une île déserte, même avec les disques, des livres et une connexion Internet. Je suis reconnaissant très profondément à la famille et aux organisateurs de m'accorder le privilège et l'honneur de m'exprimer devant vous cet après-midi, et je veux les en remercier très chaleureusement. 20 ans déjà, 20 ans seulement, je ne sais pas, que j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin. Pourquoi et comment? Parce qu'il écrivait pour le site internet dont je suis responsable, un site internet consacré à la musique classique, qui s'appelle Concerto. Il écrivait des critiques des nombreux concerts auxquels il assistait, mais aussi une chronique mensuelle à laquelle il avait donné un titre en forme de savoureuse oxymore. Emmanuel parlait tout à l'heure de son goût des contradictions. Le titre de sa rubrique mensuelle, c'était le mois du mélomane professionnel. Moi, M-O-I-S, je précise, moi avec un S, mais le doute est permis, parce que ce billet d'humeur était personnel, pour ne pas dire éminemment subjectif. Un de nos grands auteurs a dit « le moi est haïssable », mais c'était tout le contraire avec Benjamin. On attendait avec impatience ce moi du mélomane professionnel, où il s'exprimait en toute liberté pour notre plus grand bonheur. C'est une des sources auxquelles je me référerai dans mon propos, avec son autobiographie, à laquelle il a été fait allusion plusieurs fois, et aussi avec les courriels que nous avons échangés pendant ces 20 années. Parce que je préfère autant que possible que ce soit lui-même qui s'exprime aujourd'hui par ses écrits. C'est la meilleure manière d'être fidèle à sa pensée et de l'avoir encore par nous. Et puis si je suis trop long, ce sera donc un peu de sa faute aussi. Au commencement était la musique. Je cite, « La musique est présente dans ma vie dès le départ. Grandir dans une famille juive orthodoxe fait que vous êtes présents tous les vendredis soirs et tous les samedis en fin de matinée à la table familiale et que vous écoutez les chants qui se chantent par tout le monde à ce moment. Dès 3 ans, quand on passe à la deuxième phase de l'enfance, c'est la fréquentation régulière avec votre père de la synagogue et les chants liturgiques de la prière. Notre synagogue avait en plus du cantor un chœur d'enfant, donc soprano et alto, l'année, et un chœur à 4 voix avec ténor et basse pendant les grandes fêtes d'automne, le jour de l'an et Kippour. Dès l'âge de 7 ans, je faisais partie du chœur avec les altos. Et il a vu, tout ce répertoire est présent jusqu'aujourd'hui dans ma tête, et il m'arrive souvent de le chantonner, même en concert. Au commencement, donc, était la musique, mais pas tout de suite le violon. Il a d'abord appris la clarinette. Il est donc venu le violon, qu'il a appris avec Hanoch Jacobi, qui avait été élève de Hindemith à Berlin et qui devint ensuite le directeur de l'Académie de musique de Jérusalem. Avec le violon, ça a été dit, ce fut toutefois une histoire compliquée. Cette histoire prit le chemin de Paris, on a eu cette chance, mais l'entrée du conservatoire a buté pour lui sur le redoutable premier concerto de Paganini, qu'il n'eut que quelques jours pour apprendre. Mais il n'en voulut pas à Paganini. Le mouvement lent de son 4e concerto le plongeait toujours dans un état émotionnel indescriptible. Il en conçut pas moins beaucoup de regrets, même s'il pratiqua l'instrument jusque dans ses toutes dernières années. Je crois qu'on peut entendre dans les Zigeunerweisen, des airs bohémiens de Sarrazat, qu'on entendra tout à l'heure, quelque chose de ses regrets. C'est le regret de cette virtuosité transcendante qui lui aura échappé pour pouvoir entrer au conservatoire. Mais s'il y a bien un instrument proche de la voix, c'est le violon. Et la voix fut donc sa grande consolation. Je cite. Grâce à un livre remarquable, Trouver sa voix, d'un certain Rondelot, j'ai commencé à travailler ma voix avec des résultats extraordinaires. Les Lieder de Schubert, de Mahler, de Wagner et de Berg, le service sacré de Gluck, Monteverdi avec sa Lettera Amorosa et des airs d'opéra que j'aimais particulièrement. J'ai une voix de baryton, mais j'ai réussi à élargir ma tessiture bien au-delà, vers le ténor avec le contre-luth, et vers la basse jusqu'à luth 1. Tout cela me donnait une satisfaction incroyable.
La musique, ça a déjà été dit, n'est évidemment pas la seule dimension, tant s'en faut, de cet homme de la Renaissance du XXIe siècle, pour reprendre la belle formule de Madame Souris. Mais tout est lié chez lui. La gastronomie comptait beaucoup, ça a été dit pour lui, mais il dévorait la musique avec un appétit insatiable. Il faut savoir qu'il se programmait chez lui, du samedi soir au dimanche soir, l'écoute du Ring complet de Wagner, avec des questions de Wagner, c'est-à-dire pas moins de 16 heures de musique. La spiritualité, ça a été dit évidemment aussi, comptait également beaucoup pour lui. Et il faisait donc de la musique un objet constant de réflexion. Par exemple, quelque chose d'assez frappant, à propos du quatuor pour la fin du temps de Messiaen, il écrivait « Ce que nous n'aimons pas dans le temps, c'est le fait qu'à cause de lui, nous mourons et que son abolition signifierait pour nous l'éternité. Mais, car il y a un mais, la musique est un art qui se déroule dans le temps. Et si le temps disparaissait, la musique disparaîtrait aussi. Il faut faire un choix. Ou le temps et la musique, ou l'éternité sans musique. J'ai fait mon choix, disait-il, faites-le vous. » Et il y avait évidemment, et comment oublier dans ce lieu, bien sûr, le judaïsme. On a eu ce merveilleux Nigun de Bloch, on a eu ce merveilleux chant d'Emmanuel. Combien de fois m'a-t-il dit qu'il fallait entendre le Kol Nidre dans le quatuor opus 131 de Beethoven? Combien de fois m'a-t-il raconté fièrement qu'il avait expliqué à Maurizio Kagel, le compositeur argentin, que ses œuvres portaient une influence juive? Et même cette chaconne de Bach que nous entendrons, qu'il a lui-même entendue à la fin des années 40 à Jérusalem, interprétée par Heifetz et Menuhin, puis en 1952 Salcorto par Enesco, ça fait quand même rêver. Même cette chaconne de Bach éveillait en lui des résonances religieuses. Il disait: je suis tombé sur une analyse de l'œuvre et un texte associant la chaconne avec la liturgie des fêtes du calendrier qui m'ont fait comprendre à quel point il me reste tout à apprendre. Bonne leçon. La fascination pour cette chaconne, elle était également musicale. Qui n'est pas fasciné par cette chaconne? Mais c'était sans aucun purisme, car il était toujours à la recherche sur YouTube de nouveaux arrangements, parfois les plus incongrus de cette musique, sans parler de sa passion pour cet archet court qui permettait de jouer plus facilement les nombreux accords qui parsèment cette partition. Cette chaconne conclut la deuxième partita de Bach, dont l'un des mouvements précédents est aussi célèbre, c'est la sublime sarabande. Mais cette sarabande l'agaçait un petit peu, parce qu'il trouvait que les violonistes, après un concerto, avaient toujours tendance à la jouer en bis, et ça l'énervait profondément. D'ailleurs, ce qui l'énervait aussi, c'est qu'on parle de bis. Il me disait: non, non, ce n'est pas des bis, ce sont des encores, comme disent les Anglais, car en toute rigueur, un bis consiste en effet à rejouer un morceau, à offrir un morceau nouveau. Je viens de mentionner Enesco, Heifetz, Menuhin, mais il faut évoquer aussi Egidijus, un ami dont la disparition l'avait profondément affecté et qui l'avait, bien des années avant, présenté au plus grand, le plus fameux luthier de Paris de l'époque, Étienne Tatou. Egidijus interprétait notamment la sonate de Franck, que nous avons vu tout à l'heure, je crois, et Benjamin notait, avec cette façon bien à lui d'attaquer les notes un centième de seconde après, ce qui changeait tout et faisait que personne ne jouait. Et cette sonate de Franck, pourquoi elle est là aussi? Bien parce qu'on le sait, c'est certainement un des modèles de la sonate Vinteuil qui parcourt l'œuvre de Proust. Et Proust, c'était une de ses nombreuses autres passions. Il avait relu toute la recherche en 2022 à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Car on y revient toujours, pour que l'on dit avant moi, si la musique était naturellement centrale pour Benjamin, la littérature, le théâtre, la poésie, les arts, l'histoire, rien ne lui était étranger, tout l'intéressait. En vous remerciant de votre écoute et de votre patience, je voudrais conclure par un mot important, capital même, le partage. Car pour Benjamin, la musique était peut-être avant tout partage. Partage avec la famille, tous ses enfants peuvent en témoigner, cela a été dit. Partage avec les amis. Quand Benjamin vous appelait, vous entendiez d'abord une musique très forte derrière, en arrière-plan, et au
communiqué de toute urgence que le concert qui avait en ce moment sur la chaîne Meso était absolument sensationnel, ou que au contraire cette mise en scène d'opéra que vous voyez était absolument épouvantable, et que, promis, juré, je ne regarderai plus jamais de vidéos d'opéra jusqu'à la semaine suivante. Partage avec les auditeurs de nombreuses années, ça a été dit, dans son émission Musique au présent sur RCJ. Certains d'entre vous se souviennent certainement de cette manière qu'il avait de faire aimer la musique. Partage enfin avec les lecteurs, au travers des très nombreuses critiques et chroniques sur Concertonnel dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est un site auquel il manque beaucoup. Merci Benjamin d'avoir partagé avec nous tout aussi largement et tout aussi généreusement ta passion pour la musique. Je vous remercie.
tout à chanter. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma très longue amitié avec Benjamin, que je connais depuis. Je peux dire depuis toujours. Mais je vais vous lire un témoignage qu'on a reçu d'un professeur de l'université de Jérusalem. Je suppose que c'est un professeur émérite puisqu'il est âgé de 98 ans aujourd'hui, et qui va évoquer la période héroïque de Benjamin pendant la guerre d'indépendance en 1948. Et donc je vais vous lire ce qu'il a envoyé à Chifra récemment, je crois. Le 26 janvier 1948, à Brachka, je ne sais pas qui est à Brachka, ça doit être le commandant général l'ordonna d'attaquer les mouvements de troupes arabes et d'arrêter un convoi en route de Hébron à Jérusalem. J'ai posté mes hommes sur la route près du tombeau de Rachel. Lorsque le convoi est arrivé, nous avons percuté le premier véhicule qui s'est alors renversé. Les troupes arabes se sont rapidement relevées et ont ouvert le feu sur nous et m'ont spécialement ciblé, moi, le commandant. J'ai essayé de riposter, mais il y avait un frein sur ma mitraillette Stan. Je vous dis ce que je dis, je ne sais pas ce que c'est qu'un frein sur une mitraillette. Par bonheur, un soldat du nom de Benjamin Luciani a volé à mon secours et m'a carrément sauvé la vie. Des années plus tard, j'ai eu l'occasion de venir à Paris pour y donner une conférence à propos de la guerre d'indépendance. Soudain, au milieu du groupe des Parisiens israéliens qui m'entourent, un grand jeune homme barbu se fraye un chemin vers moi. Il se rapproche de moi et d'une voix de baryton, claire et retentissante, il m'interpelle. Êtes-vous bien le chimiste? Le chimiste, c'était mon nom de code pendant la guerre d'indépendance. Moi, je suis Benjamin Luciani. C'est moi qui vous ai sauvé la vie en 1948. J'étais totalement abasourdi. Mon cœur battait très fort. Mais le jeune homme poursuivit avec assurance. Pouvez-vous me rendre service à votre tour et confirmer à ma femme française, Monique, qui est là, Monique, qui est à mes côtés, que j'ai véritablement participé à la guerre d'indépendance et que j'ai bien défendu Jérusalem dans cette guerre. À propos de Jérusalem, en janvier 2024, donc après la tourmente du 7 octobre, Jérusalem, Benjamin était plein d'espoir et il m'a confié qu'il voulait aller, non pas finir ses jours, mais vivre à Jérusalem en janvier 2024. Voilà, ce sont les dernières paroles de Benjamin que j'ai entendues.
Thank you.